Le conflit entre les États-Unis et l'Iran au Moyen-Orient, en Asie occidentale. Les deux parties sont à Genève, et il n'y a pas que des Iraniens et des Américains. Nous avons aussi des Russes sur place. Les États-Unis gèrent tout cela soudainement. Ils négocient avec deux camps. Mais en ce qui concerne l'Iran, Larry, qu'as-tu entendu jusqu'à présent? Tu sais, le nouveau porte-avions traverse l'océan Atlantique et se rapproche de la région. Avec celui-ci, ils vont avoir 2 porte-avions, 15 destroyers et plusieurs sous-marins nucléaires en direction de l'Iran. Plus de 600 missiles de croisière Tomahawk. Nah, they don't have that many. Non, ils n'en ont pas autant. Ils n'ont pas ça? Bon, d'accord. Disons qu'il n'y a qu'une seule classe de sous-marins capable de transporter des missiles de croisière Tomahawk. Il y en a 4. Donc le maximum que les États-Unis pourraient déployer en ce moment, c'est 2, parce que je sais que 2 d'entre eux viennent juste de rentrer au port. Chacun en transporte environ une centaine, donc ça fait 200. Chaque destroyer pourrait en transporter jusqu'à 90, mais s'ils en transportaient 90, ils n'auraient plus de défense. Et combien de destroyers as-tu dit? 15? 15, oui. Je ne pense pas que les États-Unis en aient autant. Oui. Attends une seconde, je veux juste voir quelle est la réponse, parce que je ne le sais pas par cœur. Combien de destroyers les États possèdent-ils extrêmement? Voyons quelle est la réponse. Eh bien, il est indiqué qu'il y a entre 70 et 80 navires de la classe Arleigh Burke. Maintenant, la question est, combien d'entre eux sont réellement opérationnels? Mais disons qu'ils en déploient 15. S'ils en ont 15, chaque destroyer peut transporter jusqu'à 96 missiles, mais ils les répartissent. Le rôle des destroyers est de former un écran de protection pour le porte-avions. Disons donc qu'ils en chargent la moitié avec des missiles de défense aérienne et l'autre moitié avec des Tomahawk. Donc si vous en avez 15, oui, d'accord, vous pourriez facilement atteindre 700 ou 800 missiles de croisière Tomahawk. Si nous en avons autant, d'accord? C'est l'autre facteur. Ces navires, ces groupes aéronavals, s'ils veulent les déployer pour pénétrer à l'intérieur de l'Iran, devront s'approcher à environ 160 km des côtes iraniennes. À l'heure actuelle, d'après ce que je comprends, le porte-avions présent sur place reste à environ 1600 km au large en raison des capacités iraniennes en missiles antinavires. Même s'il s'approche à 160 km, cela signifie que ces missiles de croisière ne pourraient atteindre qu'environ 1400 km à l'intérieur de l'Iran, ce qui veut dire, en gros, qu'ils tireraient depuis la mer d'Arabie, et la distance jusqu'à Téhéran depuis cette zone est, je crois, d'environ 1900 km. Donc, il n'a pas la portée nécessaire. Mais supposons qu'ils y parviennent. Tout cela repose sur l'hypothèse que ces navires seront protégés contre les missiles iraniens. Je pense que les États-Unis sous-estiment gravement, très gravement, la capacité de l'Iran à couler des navires. S'ils mettent réellement autant de navires en service, surtout s'ils déploient 15 destroyers, je n'ai jamais vu un tel chiffre. Cela me semble extraordinairement élevé. Mais si c'est bien ce qui est déployé, alors je pense que c'est le signe que les États-Unis sont extrêmement déterminés à mener une attaque non provoquée contre l'Iran. Oui, Larry, penses-tu que toutes ces négociations à Genève sont en quelque sorte, tu sais, une distraction par rapport à ce qui se passe réellement dans la région? Parce qu'après tout, nous savons, enfin, je ne sais pas quel est le calcul du côté des États arabes avec la Turquie, ni quelle est la situation actuelle des communications entre les États-Unis et ces pays. Est-ce qu'on en sait quelque chose? Non, eh bien, c'est du théâtre kabuki.
Tout est scénarisé et c'est conçu pour donner au public l'impression que les États-Unis ont tenté de négocier de bonne foi avec ces Iraniens rusés et que l'Iran a refusé de négocier. Voilà le récit qui va être présenté. Ils vont ignorer le fait que l'Iran a fait une véritable offre d'inspection qui garantirait qu'il ne possède pas d'armes nucléaires, que l'Iran est prêt à faire des concessions sur l'enrichissement, mais qu'il ne va pas renoncer à sa capacité d'enrichir de l'uranium. Elle en a le droit en tant que signataire du traité de non-prolifération, ce qu'Israël n'est pas. Mais Israël exige que l'Iran se débarrasse de tous ses missiles balistiques, qu'ils ne puissent pas parcourir plus de 300. Je ne me souviens plus si c'est 300 kilomètres ou 300 miles. Mais l'Iran ne va pas le faire, car il ne peut garantir sa défense que par ce moyen. De même, ils veulent que l'Iran suspende tout soutien au Hamas et au Hezbollah. Et encore une fois, tout cela repose sur le mensonge, selon lequel le Hamas et le Hezbollah tuent des millions d'Israéliens. C'est comme un nouvel holocauste. Tiel. Depuis 1992, moins de 5000 Israéliens ont été tués lors d'attaques menées par des Palestiniens, pas seulement par le Hamas ou le Hezbollah. Donc vous savez, peu importe ce que l'Iran proposera demain, à moins qu'ils ne viennent se rendre et ne disent en gros « nous allons nous débarrasser de l'ayatollah », les États-Unis vont déclarer que l'Iran n'est pas coopératif, puis passer à une attaque. Ouais, voici ce que dit Netanyahou, Larry. Il est déterminé à épuiser toutes les possibilités d'aboutir à un accord qu'il estime réalisable en raison des circonstances créées, le rejet forcé et le fait que, comme il le dit, l'Iran comprendra sûrement qu'il a raté sa chance la dernière fois. Il pense qu'il y a une réelle possibilité qu'il ne la manque pas cette fois-ci. Je ne vous cacherai pas que j'ai exprimé mon scepticisme quant à tout accord avec l'Iran, car, franchement, l'Iran n'est fiable que sur un point. Ils mentent et ils trichent. J'ai dit que si un accord devait être conclu, il devrait comporter plusieurs éléments. Des éléments que nous considérons comme importants non seulement pour la sécurité d'Israël, mais aussi pour celle du monde, des États-Unis et de la région. Le premier est que tout le matériel enrichi doit quitter l'Iran. Le deuxième est qu'il ne doit y avoir aucune capacité d'enrichissement, non seulement arrêter le processus d'enrichissement, mais aussi démanteler l'infrastructure qui le rend possible. Le troisième concerne la question des missiles balistiques. Et le quatrième consiste à démanteler l'axe de dissuasion que l'Iran a construit. Il a été affaibli, mais il existe encore. Il faut donc de véritables inspections. Il n'y a donc aucune possibilité qu'ils puissent atteindre l'un des objectifs que Netanyahou demande. C'est pourquoi je pense que ton point principal est que tout ce que Donald Trump et son administration font, c'est créer une atmosphère où ils donnent l'impression d'avoir tout essayé. C'est pourquoi la seule solution serait la guerre. Exact. Eh bien, les États-Unis croient vraiment qu'ils peuvent écraser l'Iran. Vous savez, j'ai mentionné cet amiral américain à la retraite qui avait en fait vécu en Iran à un moment de sa vie lorsqu'il était jeune. Il disait que seulement 50% de l'Iran était perse. Cela ne me semblait pas juste, alors j'ai vérifié. Et si je me souviens bien, le chiffre tournait autour de 61 à 62% de la population iranienne étant perse, avec encore 17 ou 18% d'Azéris. Donc, déjà là, la majorité de la composition ethnique de l'Iran est perse et azéri. Est-ce aussi votre compréhension? Exactement. So these other groups, the Kurds,
Donc, ces autres groupes, les Kurdes, les Baloutches et ainsi de suite, sont des minorités. Pourtant, il semble que la plupart des informations que l'Occident exploite pour montrer qu'il y a un soulèvement contre l'ayatollah et les mollahs proviennent de ces minorités. Les États-Unis et les Britanniques utilisent ces groupes comme levier pour tenter de s'infiltrer et d'attaquer l'Iran. Eh bien, vous savez, je pense que le nationalisme qui existe parmi les groupes ethniques persans et azéris en Iran a en réalité été renforcé et non affaibli par les événements des 8 derniers mois depuis juin 2025. Corrigez-moi si je me trompe. Tu as raison. Et l'autre chose à propos des Kurdes, c'est que nous avons principalement 3 provinces en Iran avec des populations kurdes: Ilam, Kermanshah et le Kurdistan. Parmi ces 3-là, 2 ne sont pas vraiment impliquées dans la rhétorique d'une nation kurde ou quoi que ce soit de ce genre. Elles n'y adhèrent pas. Le seul véritable mouvement kurde se trouve au Kurdistan même. Et même là, il ne concerne qu'une fraction de la société, pas la majorité de la population. Et pour les Baloutches, je dirais que c'est la même chose. Quand on parle des Baloutches, il ne s'agit pas de tous les habitants du Sistan et Baloutchistan, seulement d'une partie de la province. Ils ne comprennent pas cela, Larry. L'autre chose, c'est que les jeunes générations ne ressentent pas cette division autant que l'ancienne génération. Vous savez, à l'époque du Shah, ce genre de division était plus évident dans la société. Aujourd'hui, avec les jeunes générations, la génération Z et les suivantes, on ne voit plus ce genre de différence. Ils ne veulent pas se séparer de l'Iran. Ils ne cherchent pas à créer un État azéri ou kurde. Tout cela est illusoire. Je ne crois pas à ce qu'ils racontent. C'est complètement illusoire, à mon avis. Et ils ne semblent pas comprendre, ou ne veulent pas comprendre, la réalité de l'Iran d'aujourd'hui. Je suis désolé de le dire, mais comme vous l'avez mentionné, j'ai vraiment le sentiment qu'il va se passer quelque chose d'important entre l'Iran et les États-Unis. Et les Iraniens y sont totalement préparés. Oui, eh bien, je pense que, vous savez, les États-Unis ont renforcé leur présence dans des endroits comme Al-Udeid, ainsi que sur la base aérienne en Arabie Saoudite, j'oublie son nom, et à Bahreïn, dans l'installation navale. Vous savez, si j'étais un planificateur militaire iranien, le premier signe que les États-Unis s'apprêtent à nous attaquer serait de frapper tous ces sites. Je veux dire, les frapper, les saturer, les détruire. Et dans le même temps, lancer d'immenses vagues de missiles contre les navires. L'Iran dispose de missiles anti-navires efficaces. Il leur suffirait d'en couler 1 ou 2. Ils en coulent 1 ou 2, et tout à coup, toute l'énergie des États-Unis s'effondre. En 2003, dans le sillage du 11 septembre et des mensonges racontés à propos de l'Irak, Ray McGovern a simplement rappelé que 72% du public américain soutenait l'invasion de l'Irak. Aujourd'hui, ce chiffre est plutôt de 28%, 26%. Donc vous voyez, c'est une sacrée différence. Et je pense que nous devons prêter attention à ce genre de chiffres. Oui. Dis-moi, Larry, as-tu l'impression que lorsque Netanyahou parlait du conflit, de ce qu'il vise, il avait un comportement un peu étrange, comme s'il regardait sur les côtés, un peu distrait? Cela semble pouvoir signifier 2 choses. D'une part, peut-être qu'il sait ce qu'ils vont faire, et ce que cette politique du gouvernement Netanyahou pourrait finalement entraîner pour Israël, ce qui va s'y passer, l'attaque contre Israël. Jusqu'où penses-tu que cela peut aller? Vois-tu quelqu'un en Israël parler d'un conflit avec l'Iran et de son issue, une guerre totale entre les États-Unis et l'Iran, qui impliquerait Israël à la fin? Tu veux dire à part Bibi Netanyahou? Ouais,
Oui, non. Je pense que les Smotrich, les Ben Gvir, je n'ai pas de citation précise d'eux, mais j'ai du mal à imaginer qu'ils appellent à la modération ou à la négociation. Vous savez, ils appellent à la destruction. Donc je pense que politiquement, il y a en Israël un certain soutien à la poursuite de cette guerre. Aux États-Unis, sous l'administration Trump, il va y avoir une grande guerre. Et tout le monde connaît l'escalade et l'ampleur d'une guerre avec l'Iran. Alors comment les États-Unis, comment l'administration Trump, ont-ils même l'autorisation du Congrès? Non, non, ils n'ont pas l'autorisation du Congrès. Et je regardais, Ray vient d'envoyer quelques statistiques. Il y a eu un sondage SSRS, Université du Maryland, plus tôt ce mois-ci, qui demandait « Êtes-vous favorable à ce que les États-Unis lancent une attaque contre l'Iran dans les circonstances actuelles ?» Seuls 21% y étaient favorables, 49% s'y opposaient et 30% ont répondu « Je ne sais pas ». Les républicains étaient les plus favorables à la guerre. Environ 40% ont répondu oui, 25% non, et encore une fois, 35% ont dit « je ne sais pas ». Il n'y a donc pas vraiment de consensus populaire. Mais, vous savez, ceux qui sont le plus étroitement liés au lobby sioniste, les Miriam Adelson, les Lindsey Graham, le sénateur Richard Blumenthal, ceux qui profitent de l'argent juif affluent vers les partis politiques, comme on dit, l'argent parle. D'un point de vue financier, même si cela n'a pas beaucoup de sens sur le plan politique, si l'on regarde les risques auxquels Donald Trump est confronté, eh bien, examinons les scénarios. Premier scénario, le plus optimiste. Les États-Unis arrivent avec cette flottille militaire, ce grand déploiement, et l'Iran dit « D'accord, nous abandonnons. Vous avez libre accès pour les inspections. Nous n'enrichirons plus d'uranium. Nous détruirons nos missiles balistiques et nous ne soutiendrons plus le Hamas ni le Hezbollah. » Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Donc écartez ce scénario. Le deuxième scénario, c'est que les États-Unis lancent une attaque, neutralisent la capacité de l'Iran à riposter et imposent un changement de régime. À ce moment-là, il y aurait des célébrations déchaînées à Washington, D.C. La position de Trump serait considérablement renforcée. Les gens qui hésitaient, je pense, finiraient par se rallier et dire « Oh mon Dieu, Trump est un génie ». Maintenant, est-ce un scénario probable? Je ne le pense pas. Le plus probable, enfin, il y a en quelque sorte deux autres scénarios à envisager. Le suivant, c'est que les États-Unis attaquent, que l'Iran riposte, que l'Iran inflige des dégâts aux États-Unis, mais que cela devienne ensuite une guerre prolongée, une sorte de guerre d'usure. Et la question est, qui peut le mieux supporter cette usure? Je dirais en fait que l'Iran est mieux placé, simplement parce que le coût logistique d'avoir à approvisionner tous ces navires en mer et la production limitée de missiles de défense aérienne et de missiles de croisière Tomahawk signifie que les États-Unis pourraient rapidement manquer d'armes. Le quatrième scénario serait que l'Iran porte un coup si dévastateur qu'il provoque un tel choc pour les forces américaines que Trump serait il pourrait même être contraint de quitter ses fonctions. Ce serait la plus grande ironie. Il serait évincé, J.D. Vance prendrait la relève, et un règlement négocié serait conclu. Eh bien, aucun de ces scénarios ne me semble favorable. Ouais. Parce que l'unique autre scénario, c'est que l'Iran et les États-Unis continuent de se parler sans vraiment s'écouter, continuent de se menacer mutuellement, mais sainement. Rien ne se fasse jamais. Je n'y crois pas. Le problème, c'est que personne, même ceux qui gardent espoir, et une partie de moi reste d'une certaine manière optimiste, mais même dans ce cas,
Personne ne croit que ces gens soient capables de parvenir à un accord. Ils ont d'interminables discussions avec les Russes et n'ont encore rien obtenu de concret. Rien de pratique, je veux dire. Ce ne sont que des paroles, pas d'action, comme Donald Trump lui-même le disait à propos d'autres administrations. Mais il fait la même chose. Et l'autre chose, Larry, l'autre facteur du côté des Iraniens, c'est que je pense que s'ils attaquent l'Iran, l'Iran va réagir non seulement de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Ils ont ces groupes régionaux. Enfin, vous savez, on peut les appeler des groupes, peu importe comment on veut les nommer. Ils sont prêts à combattre les États-Unis et Israël parce qu'ils savent que si les États-Unis attaquent l'Iran, ce ne sera pas seulement les États-Unis, ce sera les États-Unis avec Israël. Et bien sûr, certains de ces pays de la région pourraient coopérer avec eux sur le plan du renseignement. C'est le scénario du pire. Et les Européens, alors? Comment voyez-vous la participation des Européens dans tout cela? En réalité, je pense que les Européens vont participer. Les Britanniques prendront part. Et l'Italie permettra que son territoire soit utilisé pour le survol des avions de combat américains. Mais je ne vois pas l'Allemagne et d'autres vouloir s'impliquer pour tenter de renverser l'Iran. Oui. Et je pense que les conséquences soudaines d'une guerre seraient graves, car l'Iran se prépare. Vous savez, aujourd'hui, nous avons appris que les gardiens de la révolution iraniens mènent une sorte d'exercice. Ils ont lancé des manœuvres navales dans le détroit d'Ormuz parce qu'ils se préparent à ce qu'ils pourraient y faire si quelque chose se produisait. Et pas seulement le détroit d'Ormuz. Bab el-Mandeb en mer Rouge serait également, d'une certaine manière, prise en compte par les Houthis. Les Houthis peuvent exercer une pression dans cette direction. Et la seule, Larry, corrige-moi si je me trompe, la seule façon pour Donald Trump d'avoir une sorte d'avantage serait une guerre rapide, quelque chose qui se déroule vite, sans prendre trop de temps. Parce que si cela s'éternise, avec le temps, les États-Unis vont perdre leur influence, même s'ils gagnent quelque chose dans les premières heures. Oui, absolument. C'est exact. Mais tu sais, il faut revenir en arrière et regarder l'histoire des guerres. Quand ces guerres commencent, qu'on parle de la Première Guerre mondiale, de la Seconde ou du Vietnam, il y a toujours cette idée qu'on peut les déclencher sans tirer et en sortir rapidement. Oh, eh bien, regarde ce qui s'est passé en Irak. L'invasion a commencé en mars 2003 et en mai 2003, mission accomplie. George W. Bush sur ce porte-avions, ouais, on a tout déchiré, on a gagné. Et ensuite, la vraie guerre a commencé. Une guerre civile, une insurrection. Donc ça, l'autre élément ici cependant qu'il faut prendre en compte, c'est que l'Iran, la Russie et la Chine ont signé un accord trilatéral. Je crois que c'était le 29 janvier. Et ça, c'est important. Je ne sais pas, tu en avais entendu parler? Tu t'étais penché là-dessus pendant que tu étais en Iran? J'ai parlé avec certains responsables en Iran, et le ton a complètement changé là-bas. Ceux qui faisaient partie de... Eh bien, vous vous souvenez que Poon avait dit qu'un des points de l'accord n'avait pas été signé par les Iraniens, parce qu'ils avaient déclaré « Nous sommes en train de négocier avec l'Occident, donc nous préférons ne pas aller dans cette direction. » Les mêmes personnes qui soutenaient que se rapprocher de la Russie nuirait d'une certaine manière à nos négociations avec l'Occident ne pensent plus ainsi. Ils disent maintenant cap à l'Est, jusqu'à la Russie et la Chine, car autrement, cela n'a aucun sens. Je pense qu'ils sont bien plus proches maintenant. Il se passe tellement de choses, Larry. Beaucoup d'armes arrivent, et nous ne savons pas lesquelles. Nous ne savons pas ce qui entre en Iran, ni quelle est réellement la situation.
parce que ce n'est pas seulement l'Iran. Les États-Unis seraient naïfs de penser que l'Iran prévoit seul de combattre les États-Unis et Israël. Je pense que tous ces groupes travaillent ensemble. Au niveau des commandants, ils sont tous connectés. Renseignements, commandement, armée, tous liés d'une manière ou d'une autre pour répondre à toute agression des États-Unis ou d'Israël. C'est évident pour moi. Il y a une coopération étroite entre les Iraniens et les Russes, et à mon avis, peut-être aussi les Chinois. Oui, non. Enfin, regardez. Ce qui m'a frappé en examinant les documents et ce qui a été rapporté sur l'accord trilatéral, c'est que la Chine semble vraiment mener la danse, avec la Russie juste derrière, pour consolider une relation avec l'Iran. Vous savez, si l'on remonte à 2019, cette année-là a été importante, car c'est à ce moment-là que l'Iran, la Russie et la Chine ont commencé à mener des exercices militaires navals conjoints. Eh bien, s'ils ont commencé en 2019, cela signifie que la planification a dû débuter quelque part en 2018. Et que se passait-il en 2018? En 2018, nous avons vu Donald Trump suspendre le JCPOA ou s'en retirer. Donc, vous savez, je pense que c'était la première fois que l'on voyait la Russie et la Chine opérer un revirement, se retourner et dire « d'accord, nous devons changer la nature de notre relation avec l'Iran » et chercher à établir une relation positive sur les plans militaires et économiques. Ce n'est qu'en 2025 que la Russie et la Chine ont finalement déclaré publiquement « nous n'allons plus respecter ces sanctions de l'ONU contre l'Iran ». Cela, je crois, donne à l'Iran une sorte de lumière au bout du tunnel, dans le sens où il pense désormais avoir une voie économique à suivre à travers les BRICS via la Russie et la Chine, qui n'existaient pas auparavant. Ainsi, bon nombre des problèmes économiques qu'il rencontre aujourd'hui ont désormais une base raisonnable pour s'en sortir. Il commence à les corriger. Vous savez, c'est surprenant que l'Iran n'ait pas demandé de soutien financier direct à la Russie ou à la Chine les 28 ou 29 décembre, lorsque la Banque centrale était attaquée. Cependant, je noterai qu'un mois plus tard, le 29 janvier, l'Iran a signé cet accord de sécurité trilatéral. Et l'un des éléments clés de cet accord était la coopération et le soutien économique. Donc, l'Iran et la Chine, voyez-vous, ils comprennent maintenant que cette bataille implique bien plus qu'un simple différend entre les États-Unis et l'Iran, ou entre Israël et l'Iran. C'est une autre attaque contre les BRICS, une tentative de créer un nouvel ordre économique mondial.